à ce petit flottement entre le moment où on appuie sur le bouton et où c'est écrit « Vous êtes en direct ». Je ne veux pas dire qu'il y a un stress. On a vécu des épisodes, Pascal, où on a effectivement eu de la misère technique à faire marcher tout ça, mais c'est plus simple en 2021 que ça ne l'a jamais été. Celui où j'ai été victime de 2 pannes d'électricité pendant un épisode, ce qui a fait que tu m'as vu disparaître, figer puis disparaître à 2 reprises. Bonjour Alain McKenna, content de Pascal te Forget, voir. bonjour. Je sais que, et là, je vais en profiter pour faire le suivi, dans ce qu'on a un petit peu de flottement. Bienvenue tout le monde à une tasse de tech, je pense qu'il faut le dire, parce que sinon, peut-être que tout le monde va être un petit peu perdu. Bienvenue à une tasse de tech, donc la balado techno-hebdo que nous faisons, Pascal Forget et moi, Alain McKenna, depuis, commence à faire un certain temps, là. Oui, au moins 3 ans. Et que nous faisons grâce à nos supporters commanditaires, TELUS, GoDaddy, Infobref et C23. C23, je le rappelle, qui est notre partenaire diffuseur du groupe Cogeco, qui nous permet de rayonner à la grandeur du Québec et de parler de techno au sens large, comme très large, comme moins large. Et je vais nous présenter nous-mêmes. Pascal, je ne sais pas de l'autre côté. Moi, Pascal, tu es à gauche. Je ne sais pas si de ton côté, tu es aussi à gauche. Moi, Sur l'écran. je te vois en dessous. Je te vois en dessous parce que le podcast est non seulement en audio, mais en vidéo aussi. Donc, si vous voulez voir nos jolis minois, C'est bien de n'hésitez le dire. pas. Nous avons On a eu une semaine. une présence sur Facebook, facebook.com/une tasse de tech, sur YouTube, youtube.com/une tasse de tech, sur les plateformes de balado avec notre partenaire C23. Et vous pouvez aller aussi suivre Pascal sur pascalforget.com. Il y a toujours plein d'actualités. Pascal, qui d'ailleurs pourrait être qualifié de techno king, je dis ça comme Oui, ça. c'est très, très drôle parce que Elon Elon Musk. Musk s'est auto-déclaré Techno King de Tesla. C'est un titre qui est quand même plus flamboyant que CEO ou directeur général. Il a même offert sur Twitter une œuvre, une chanson qui prône les NFT sous forme de NFT, Les ces jetons œuvres non d'art virtuelles fongibles et tout. qui permettent effectivement de vendre de l'art numérique. Et il s'est fait offrir 69 millions que Beeple a reçu pour son œuvre numérique. Il l'a refusé. Il a enlevé l'œuvre de la vente. Je trouve ça très, très, Elon très Musk n'a pas besoin particulier. d'avoir 69 millions de dollars de plus dans son Refuser ça, c'est portefeuille. très particulier. Que Beeple décide de vendre, moi je trouve ça fou, Ouais. Et de se on reparlera débarrasser. des NFT. Je lisais ce matin, il y a le magazine américain Fortune qui vend un de ses textes sous forme avec à partir de la plateforme NFT pour en faire une œuvre d'art numérique. Je pense qu'on devrait vendre un épisode d'une tasse de tech. Oui, Grande première québécoise, des gens qui veulent miser, écoute, ça sera c'est une nouvelle façon de financer de façon participative oui. Je pense l'art que ou la création numérique. ça peut être très intéressant pour les fans de dire Hey, j'ai tel épisode de Une tasse de tech à nous, à moi. Une entreprise pourrait l'acheter et le revendre à ses petits-enfants et faire fortune. Et Exact. l'autre chose qui est très particulière au début de la semaine, c'est Twitter qui a bloqué ceux qui utilisaient le mot Memphis. Il y a toutes sortes de raisons de se faire bloquer sur Twitter, de dire des choses inconvenantes, mais Mm-hmm. simplement écrire le mot Memphis, c'est un bug, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de sens caché. Mais des Ça, c'est gens se sont bizarre. fait expulser de Twitter pour l'utilisation du mot Memphis. Une Ceux grosse semaine dans les qui ils technos, sont dans la région, c'est bien pas évident. évident. On Les va parler nouvelles, là-dessus. Attends une seconde, Pascal, juste avant, parce que j'en ai pas parlé jusqu'ici. On parle de start-up, on parle de techno. La preuve en est que notre entrevue, dans quelques minutes, va se passer avec deux personnes très influentes dans le monde de la création d'entreprises et de l'espèce de zone qui existe entre la création, la recherche universitaire et à l'autre bout, le démarrage de nouvelles entreprises. On a David Charbonneau, qui est associé directeur de Boreal Ventures, c'est un nouveau fonds de capital risque qui a reçu 26 millions de dollars il y a 2 semaines pour pour financer des startups associées au Centech, qui est l'incubateur de nouvelles entreprises, axées sur les nouvelles technologies, de l'ETS, qui est l'École de technologie supérieure. C'est beaucoup d'éléments. Mais on a aussi Richard Chénier, qui est le directeur général du Centech avec nous. On va en parler tout à l'heure avec eux de il y a vraiment un gros, je ne sais pas comment dire ça, il y a une rencontre des grands esprits dans le monde de l'innovation, du financement de l'innovation au Québec en ce moment. Il y a des millions de dollars qui sont très accessibles pour les gens qui veulent se lancer, qui ont des idées, des projets. La recherche universitaire est en train de s'orienter vers cette notion de commercialisation. Tout ça, ça s'en vient. Vous l'avez compris, ça me passionne. On va en parler tout à l'heure avec nos deux invités. Mais avant ça, Pascal, on a de l'actualité en masse. Je te laisse, juste avant que tu démarres, je veux te préciser, parce que c'est nouveau ça aussi, que l'actualité de la semaine est présentée par Infobref, qui nous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour sous la forme de 2 infolettes quotidiennes, une le matin et l'autre à 16 heures.
essayez ça, c'est gratuit. J'y collabore, infobref.com. C'est excellent si vous avez 2 minutes pour savoir ce qui se passe dans l'actualité. C'est le meilleur moyen de le faire. Et je te lance, Pascal, parce qu'on ne l'est pas en ce moment sous-titré, mais on pourrait l'être facilement Oui, si on utilise le Chrome. et c'est assez spectaculaire comme nouvelle fonctionnalité. C'est la version de bureau du logiciel Chrome, le navigateur, ajoute des sous-titres. Pour l'instant, c'est qu'en anglais. Il faut les activer dans ces options d'accessibilité. Et il y a un petit fichier de sous-titres qui va se télécharger. Ça prend quelques secondes. Et à partir de là, chaque fois qu'on va faire jouer une vidéo, il y a une petite fenêtre qui va apparaître dans sa fenêtre de navigateur avec les sous-titres de ce qui se dit. Et ça peut être pour une conversation qu'on fait avec Zoom, ça peut être avec une vidéo YouTube, ça peut être avec une chanson que vous écoutez. Vraiment, c'est surprenant. C'est comme un petit bloc de sous-titres qui apparaît dans son navigateur web. C'est de la reconnaissance automatique, évidemment. Ce n'est pas parfait, spécialement pour les noms de personnes ou les marques ou les produits. Des fois, il y a des mots qui apparaissent. On se demande qu'est-ce que c'est ce truc-là. Mais tout le décodage de la conversation, par exemple, si on fait une conversation Zoom, tout le décodage se fait dans son ordinateur. Ce n'est pas envoyé dans les nuages, ce qui simplifie, là, qui élimine les risques de vol de vie privée et que quelqu'un d'autre puisse écouter les informations. Je le répète, c'est qu'en anglais pour l'instant, mais Google peut traduire en français déjà. Donc, ça peut arriver d'une journée, d'une semaine, d'un mois à l'autre, le sous-titrage en français Ils ont inséré dans une son navigateur. fonction similaire dans leur plateforme Android il y a pas longtemps, qui a été offerte en français canadien dans les mois suivants. Donc, imaginez que ça pourrait être internationalisé prochainement, éventuellement en français. Écoute, on va les appeler Google, on va dire, commencez par une tasse de thé. Mettez ça en français. Notre français est impeccable. Je baragouine jamais. Ça n'arrive pas. Donc, ce serait parfait. Ça fonctionnerait à 100%. Ça serait Et excellent. une personne qui parle en anglais et en français, c'est Jade Raymond, qui Oui, ouvre parce un qu'on fait des nouveau liens entre jeu. nos actualités, même On si fait c'est pas des liens. apparent. Jade Raymond, qui est bien connue à Montréal parce qu'elle a notamment collaboré au lancement de la série Assassin's Creed chez Ubisoft à une autre époque. Elle est allée ensuite chez Electronic Arts. Elle est revenue pour gérer la division jeux vidéo de Google, Stadia, qui avait aussi un studio à Montréal, mais qui malheureusement n'a pas très bien fonctionné, donc ils ont dû couper un peu. Jade Raymond a quitté il y a quelques mois Google, revient à Montréal, pour le dire comme ça, va fonder un nouveau studio qui s'appelle Haven Entertainment Studio. C'est un studio qui, pour l'instant, on n'en sait pas trop. Elle n'a pas dit grand-chose, mais elle a écrit quand même sur le blog de PlayStation qu'elle avait certains projets. Il y avait déjà un projet en banque qui était en développement, en fait, qui est un jeu très grand déploiement, une nouvelle franchise, comme on dit en bon franglais, c'est-à-dire que ce serait pas nécessairement juste un jeu, mais peut-être une série de jeux dans un environnement spécifique. En partenariat avec Sony, qui est le bailleur de fonds et qui est le partenaire financier de ce nouveau studio. Madame Raymond explique qu'elle a déjà des gens qui ont été embauchés, des gens de talent qui viennent partout dans le monde pour lancer ce nouveau jeu-là. Le nom Haven en français, c'est un have, donc c'est un endroit plus calme où on peut se reposer, une espèce d'environnement sans pression. Et c'est ça qu'elle veut recréer, à la fois pour les joueurs dans l'environnement, dans les environnements de jeu que le studio va créer, mais aussi pour les développeurs du studio qui vont pouvoir produire sans pression, de façon très relaxe, ces environnements-là et ces jeux-là. On parle de jeux, évidemment, quand on parle de PlayStation, on parle de jeux de console, donc des très gros jeux. J'imagine qu'on va en entendre parler prochainement en termes plus business, combien d'embauches, qu'est-ce qu'ils ont besoin de personnel, des choses comme ça. Mais on risque de pas entendre parler de jeux encore avant au moins 1 an ou 2. J'ai hâte. Écoute, j'essaie d'accrocher Mme Raymond pour l'avoir en entrevue. C'est une personnalité bien connue dans le monde du jeu vidéo à Montréal et au Québec, et dans le monde aussi, en fait. Qui a beaucoup d'expérience. Qui a passé, c'est ça, qui a quand même vécu dans plusieurs studios, grands studios. Tu sais, Google, c'est pas rien. Electronic Arts, je veux dire, c'est des grandes places. Donc, avoir un petit peu son point de vue sur l'industrie, sur le secteur Montréal, tout le reste, il y a plein de questions à lui poser. On se croise les doigts pour que ça arrive, pour l'avoir de près, en personne, n'est-ce pas? Mais pas trop près. Contrairement à ce qu'on pourrait faire si on avait un téléphone avec un microscope. C'est ça. Oh, on fait des liens. Je t'ai dit, on fait des liens. Exactement. Un microscope dans son téléphone, on sait que les compagnies essaient de se démarquer, les manufacturiers essaient d'avoir toutes sortes de lentilles, des grands angles, des super zooms, des ultra zooms, des ultra zooms. Il y a la compagnie chinoise Oppo qui propose un microscope dans son téléphone, une micro-lentille qui permet de grossir jusqu'à 60 fois les petits objets. Donc, il faut vraiment tenir son téléphone très près de l'objet et ça le grossit.
Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne le sais pas. On dit que ça permet de voir son monde d'une façon différente, parce que là, on voit des petits détails sur des objets. Personnellement, en tant que jeune geek, j'étais fasciné par voir des objets de près. Tu vois les détails sur les pièces de monnaie, sur les bestioles. C'est assez fantastique. C'est la compagnie chinoise Oppo qui n'est Ouais. pas distribuée en Amérique du Nord. Il faut se le procurer par la bande sur des sites chinois. Et c'est sur leur téléphone haut de gamme, leur X3 Pro. Est-ce que Ouais. ça va se retrouver peut-être sur les téléphones OnePlus? Parce que Oppo et OnePlus collaborent souvent pour le design de leur téléphone. Donc, c'est peut-être une fonctionnalité qu'on va voir chez d'autres manufacturiers, un Ouais, microscope ça va être à suivre. dans son C'est téléphone. un beau téléphone, l'X3 Pro. Je regardais la documentation parce qu'évidemment, je cherchais à m'informer sur l'appareil. La lentille qui fait c'est de la photo macro qui va jusqu'à une certaine fonction de rapprochement de calibre microscopique. Il y a un anneau lumineux autour de la lentille pour justement qu'à cette distance, qu'à une Oui, très courte distance, on puisse illuminer le sujet, même s'il est très près. c'est Euh, vrai. je veux dire un truc, on a des beaux appareils photo sur les téléphones maintenant, mais effectivement, la fonction macro est souvent une lacune, et ça, c'est Oppo ferait probablement exagère son truc pour le rendre plus, pour en faire parler un peu plus, mais il y a Mhm. définitivement un marché de ce côté-là. Parlant de téléphonie mobile, de nouveautés, de bonnes ou de moins bonnes nouvelles, il y a une pénurie en ce moment dans le monde de l'électronique, une pénurie de pièces, de semi-conducteurs, de processeurs, en tout cas de composants qui est produite par l'électrification des transports, le déploiement des réseaux 5G. Il y a comme une espèce de convergence d'un paquet d'affaires qui font que les constructeurs ont beaucoup de difficultés en ce moment à planifier leurs nouveaux produits et ça pourrait affecter Samsung. Plus tôt cette semaine, Samsung, ils ont présenté leur gamme Galaxy A, deux nouveaux téléphones qui sont un petit peu plus abordables que le Galaxy S, dont on a parlé la semaine dernière, mais qui sont quand même dans le même esprit, là, des très grands téléphones avec beaucoup de fonctions dans l'air du temps, n'est-ce pas? Très Oui. social, photo, tout le kit. Mais, C'est, tu sais, on se posait la question la semaine dernière, le Galaxy S21 oui. Ultra qui a un stylet en accessoire, des choses comme ça, est-ce qu'il laisse de la place dans le marché pour le Galaxy Note, qui était toujours leur appareil phare là, dans le passé? Mm. On a un petit peu une réponse là, parce qu'à cause de la pénurie de pièces en question, ça se peut qu'il n'y ait pas de Galaxy Note cette année qui soit lancé par Samsung. Donc, les gens qui aimaient ce genre d'appareil, qui attendaient le Note 21, par exemple, pour se le Oui. procurer, peut-être regarder du côté du Note 20 ou du S21 Ultra, parce que ça se pourrait bien. Samsung a laissé entendre que ça se pourrait que l'appareil soit carrément pas mis en marché, au minimum reporté à plus tard. Moi, Ça va je être à suivre. pense que c'est la fin du Note. C'est ma prédiction. Ça Tu pourras me serait juger. une bonne occasion pour Oui. juste dire, ben, le S21 fait maintenant ce job-là, on n'a plus besoin du. L'intégrer au S, tout simplement, ça Tout à évite fait raison. d'avoir deux gammes de téléphones ou peut-être l'intégrer dans des appareils moyens de gamme comme le A52 et le A72 Exact. qui sont moins coûteux et qui sont très axés influenceurs dans la promo des appareils. Il n'y a personne de plus de 20 ans. C'est des jeunes qui sont sur Instagram, des Oui. jeunes qui sont sur Twitter. Je pense que Twitter c'est déjà passé, là, c'est C'est TikTok et TikTok. compagnie. Ouais. Donc, on les voyait sur TikTok, on les voyait sur Instagram. Ces téléphones-là sont pour eux moins coûteux et quand même, étonnamment, il y a de moins en moins de raisons de payer pour les Exact. téléphones porte-étendard des grands manufacturiers. Tu paies 500 $ de plus et tu as Voilà. des fonctionnalités très similaires. Pour 95 des gens, tu ne verras pas la différence de qualité des Donc, nous, photos et ainsi de on est déjà vieux, grand-papa Pascal. suite. Parlant de papa, de daddy, de ces choses-là, n'est-ce pas? Je te laisse présenter notre prochain segment, parce que ça conclut C'est ceci. l'entrevue de la semaine qui Et est une l'espace où, effectivement, on présentation. passe à l'entrevue pendant que j'accueille nos invités. Vas-y. La présentation de l'entrevue de la semaine, qui est une présentation de GoDaddy. La présentation est une présentation de GoDaddy, Ah oui, qui est un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Si vous avez envie de créer rapidement un site web, essayez godaddy.ca. C'est WYSIWYG et ça fonctionne très, très bien. J'ai fait un site en quelques minutes pour une firme imaginaire de saucisses et je me trouvais très, très drôle. Ouais, ben, une charcuterie qui était spécialisée dans la saucisse. Il y a une anecdote derrière que je ne peux pas compter ici, mais c'est très drôle et c'est très familial. Il n'y a rien de grossier là-dedans. C'est ben, juste. c'est facile de nos jours de construire un site web. C'est facile de construire un site web transactionnel. Hein? 30 chez Shopify, pouf, tu as une plateforme. Il y a vraiment plein d'outils. Donc, c'est un bon temps pour innover. Vous voyez le lien que je suis en train de faire. Et il y a aussi toute l'infrastructure, tout l'environnement, l'écosystème, si vous voulez, autour d'un projet. Si vous avez un projet, vous voulez lancer en affaires, ça existe. C'est de plus en plus facile. La preuve, nos deux invités sont ici pour en parler.
David Charbonneau, associé directeur chez Boreal Ventures, et Richard Chénier, directeur général du Syntec. Messieurs, bonjour, bienvenue à une tasse de tech. Ça me fait plaisir d'être là ce midi. Bonjour. Merci de prendre le temps. L'annonce qui a un peu suscité le fait qu'on vous a invité, c'est que Boreal Ventures a bouclé une ronde de financement, a levé 26 millions de dollars pour financer des projets qui émergent du Syntec, qui est l'incubateur techno de l'École de technologie supérieure. C'est une grosse phrase, on a commencé par le début. Le Syntec, donc, est un incubateur pour l'ETS. Qu'est-ce que vous faites exactement du côté du Syntec? Bon, là, je vais corriger quelque chose tout de suite. On est un incubateur ouvert à tous. Donc, c'est pas juste pour l'ETS. Donc, on récupère des gens qui sont des fois dans l'industrie puis qui ont des projets d'entreprise technologique. Ça peut venir de McGill, de l'Université de Montréal, d'ETS d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un organisme non lucratif dont notre travail est d'aider des entrepreneurs de haute technologie à commercialiser des produits qui répondent à des besoins de marché avec des grands potentiels d'exportation. Donc, l'exportation est un des critères de choix des projets? Bien, c'est sûr que quand on est en haute technologie, en deep tech ou en tech, le marché local, c'est trop petit comme marché pour penser que tu vas développer ton entreprise simplement avec le marché québécois ou canadien. Donc, on doit arriver dans la course internationale aux technologies, faire en sorte que certaines de nos compagnies exportent leur expertise technologique parce qu'on importe aussi des technologies d'ailleurs. Donc, si on veut que la balance commerciale ne se déstabilise pas, il faut créer ces futurs exportateurs-là. Ah. Donc, vous êtes ouvert à tous. Est-ce que vous avez une spécialisation en termes de projets qui sont SME de chez vous? Est-ce que vous ciblez du logiciel applicatif ou ça peut être du matériel aussi ou un paquet de combinaisons des deux? Oui, je dirais que 80 c'est des objets technologiques. Là, mais aujourd'hui, c'est toute technologie, mais il y a du logiciel là-dedans. Mais c'est juste que dans 70-80 du temps, dans notre cas, c'est des objets intelligents, donc animés par du logiciel qui font en sorte que ça devient des machines intelligentes, si on veut. Nos grandes sphères, là, où est-ce qu'on est très fort, technologie médicale, c'est une de nos grandes forces. Tout ce qui est manufacturier, microélectronique, télécommunications, logistique de transport, etc. Des marchés qui ne sont pas toujours sexy, mais qui ont des potentiels de marché incroyables. Donc, on n'est pas beaucoup dans les entreprises qui développent des produits pour le consommateur. Souvent, c'est des produits qui vont être développés pour des gens qui éventuellement vont toucher le consommateur. Donc, ce qu'on appelle dans nos jargons du B2B, du business to business. Vous avez eu quelques beaux succès dans les dernières années. On a eu des invités d'ailleurs qui étaient des fondateurs d'entreprises qui ont été SME du Syntec. On disait tout à l'heure, vous avez quand même, parce que souvent, un incubateur lance des entreprises qui ne sont pas nécessairement rentables, mais qui vont chercher du financement ailleurs ensuite pour une ronde ultérieure, et ainsi de suite. Vous avez eu des beaux succès dans les dernières années. Je pense que c'est même chiffrable. On parlait de chiffres tout à l'heure. Vous oui, effectivement, mais juste en 2020, nos entreprises ont attiré 80 millions en capitaux, donc c'est énorme. Puis on parle d'entreprises de 0,3 ans. Et depuis le début de l'année, on est rendu à quelque chose comme 40 millions en 3 mois. Donc, on s'attend à faire une autre excellente année pour nos compagnies en 2021. Donc, on est super fiers. En fait, le Syntec est bon parce que nos compagnies sont tout simplement excellentes. C'est une bonne raison. Puis j'imagine, est-ce que c'est ce qui a motivé la création du fonds de Boreal Ventures, David Charbonneau? Oui, absolument. Mais en fait, le Syntec est un leader incontesté à l'échelle canadienne, puis éventuellement à l'échelle mondiale en création d'entreprises. Donc, il y avait un bassin d'entreprises qui nécessitaient du financement et qui, malheureusement, compte tenu de l'aspect OSBL du Syntec, le Syntec ne pouvait pas profiter de toute la valeur qui était créée. Donc, ce que Boreal Ventures vient faire, c'est on est le premier fonds québécois en deep tech, donc en sciences appliquées, qui est spécialisé en amorçage et en préamorçage pour donner le premier coup de pouce aux entreprises incubées notamment par le Syntec à pouvoir chercher le financement requis pour pouvoir accélérer leur développement puis avoir l'impact désiré dans leur marché donné. Là, tu mets un doigt sur quelque chose, tu parles de deep tech, effectivement, beaucoup de recherches appliquées. Ça a toujours été un petit peu une lacune au Québec et au Canada, ça, cette espèce de besoin de financer et de commercialiser des projets issus de centres de recherche universitaires. Est-ce que vous ciblez ce créneau-là spécifiquement? Est-ce que c'était voulu d'aller chercher ce créneau-là? Absolument. Oui, vas-y. Non, mais vas-y, mais écoute, c'est une de nos forces du Syntec de récupérer des spin-offs de laboratoire. Là. Donc, David, tu peux compléter, là, mais il y avait définitivement, effectivement, une lacune à ce niveau-là. Vas-y, David. Ouais. Ben, au Canada, on a un bassin de talents exceptionnel. On se positionne avec les chiffres mondiaux. On est le troisième plus grand bassin de talents technologiques au monde. Mais si on regarde le financement, on arrive au 27e rang.
Donc, il existe un certain disconnect, un manque à combler. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de bâtir l'écosystème par le bas. Donc, ce que j'entends par là, c'est d'être le premier pont entre la recherche universitaire et la recherche appliquée et l'amener vers le domaine des affaires avec cette première couche de financement-là pour par la suite pouvoir alimenter le pipeline non seulement local, canadien, mais aussi international de fonds en technologie appliquée, en deep tech. Et c'est ça notre objectif, c'est d'agir comme étant la bougie d'allumage, mais aussi le pont, tant à l'échelle locale qu'internationale pour aider nos business à aller chercher leur plein potentiel. Et on parle de gros chiffres, on parle de 26 millions dans le cas de Boréal, on parlait tantôt des millions de dollars à aller chercher par des startups, on parle de recherche universitaire appliquée, des choses comme ça. C'est des termes assez complexes, assez pointus, même à la limite, ça fait peur à certains gens qui auraient peut-être le goût de se lancer en affaires. Est-ce que c'est difficile en ce moment de dire, j'ai une idée, je veux la commercialiser? Est-ce qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée? Il me semble qu'il y a tellement d'argent dans le marché, j'ai l'impression que n'importe qui peut lancer n'importe quoi. On en est où par rapport à ça en ce moment? Ben, écoute, David, parle de l'argent. Moi, je vais parler du côté de la facilité. Oui, on va diviser ça comme ça, c'est excellent. Au niveau des sous, on est à une époque en ce moment où est-ce qu'il existe de très belles opportunités pour lancer des entreprises. On a, avec la COVID, ça a créé un shift des plaques tectoniques qui ont fini par bouger, qui créent des belles opportunités dans lesquelles une startup qui est rapide, qui est innovante, peut venir offrir quelque chose de nouveau. Donc, déjà là, si on regarde par rapport aux crises par le passé, ne serait-ce que la crise de 2007-2008, mais c'est de là, tout de suite après la crise, que le plus d'innovation est sorti. Souvent, la crise crée des opportunités. Donc, à ce niveau-là, il y a une belle opportunité pour créer des entreprises. Maintenant, de l'autre côté, au niveau du financement, ben, on est un peu tributaire de tout ce qu'il y a eu en stimulus économique, tant au niveau fédéral que provincial. Donc, cet argent-là cherche un peu les rendements et vient qu'à passer des opportunités moins risquées à des opportunités qui sont plus en plus risquées, mais qui offrent un plus grand retour, un plus grand impact pour la société. On se retrouve dans une dynamique en ce moment où est-ce qu'il existe des capitaux pour pouvoir stimuler l'innovation et essayer de nous propulser dans le futur. Et c'est une très belle opportunité en ce moment qui s'offre à nous avec ce fonds-là, mais aussi avec la conjoncture économique, de pouvoir créer quelque chose qui, je l'espère, va pouvoir positionner le Québec comme étant un leader technologique sur la scène internationale. Sûr que l'argent est toujours nécessaire, mais où sont les idées? Richard, parle-nous de ça un peu. Ben, tu sais, les idées, il y en a plein d'idées. En fait, c'est pas l'idée, tu sais, c'est quels sont les problèmes qu'on veut résoudre. C'est un entrepreneur résout des problèmes. Donc, tu sais, puis des problématiques, il y en a plein, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de tomber en amour avec un problème puis de dire, moi, je pense que je suis capable de développer un produit qui va le régler. Et je vais utiliser de la technologie pour le régler. Et c'est comme ça qu'un entrepreneur devrait toujours réfléchir, pas en termes d'idées, mais en termes de problématiques. Parce que la problématique, plus elle est grande, plus ça veut dire que son marché est immense. Donc, la proportion du problème va donner beaucoup d'indicateurs sur le potentiel de la compagnie et non le produit. Après ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est la bonne solution pour solutionner ce problème-là? Puis c'est là que ça nous permet d'évaluer tout le potentiel de la compagnie parce que des fois, il y a des solutions que oui, ça règle le problème, mais c'est trop coûteux pour le marché par rapport à la problématique ou c'est pas assez mature pour être adopté ou plein de questions de genre. Peut-être juste une petite parenthèse très rapide sur ce que David vient de dire aussi, c'est qu'on voit aussi la scène internationale bouger de plus en plus sur le deep tech. On a fait dans les dernières années beaucoup le plein de logiciels, des Tinder de ce monde, des Airbnb de ce monde, des Hopper de ce monde, etc., puis qui sont des super belles compagnies. Sauf que là, ces compagnies-là sont là, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont exister, mais c'est des marchés qui sont beaucoup plus comblés. Fait que les investisseurs internationaux, là, s'ils disent, OK, là, si on veut faire du capital de risque, là, c'est quoi les prochaines compagnies qui vont lever? Et c'est là que la barrière technologique, on sent qu'elle est de plus en plus haute par rapport à l'évaluation, parce que ce sont des technologies qui vont devoir régler des problèmes beaucoup plus complexes, soit au niveau de la qualité de vie des gens, au niveau de tout ce qui est développement durable, environnement, etc. Donc, il y a un niveau de complexité qui s'ajoute dans le monde des startups, qui n'était pas là il y a 3-4 ans, mais qui est maintenant aujourd'hui définitivement au cœur du développement du monde des startups. Ouais. C'est un bon point, cette notion de recherche appliquée. Plutôt cette semaine, on a au Québec un innovateur en chef, qui est un conseiller stratégique, en fait, au ministère québécois de l'Économie, qui a lancé une société qui s'appelle Axelis, qui est un OSBL qui vise à justement arriver là et offrir l'accompagnement, l'encadrement. Est-ce que c'est pour vous, au Syntec, chez Boreal Ventures, est-ce que c'est un partenaire? Comment vous vous situez dans cet écosystème-là? Est-ce que tout ça, c'est une chaîne qui se met en place en ce moment au Québec?
Définitif. Je vais faire mon disclosure. Je suis sur le nouveau Conseil de l'innovation du Québec. Voilà, tout le monde se connaît, là, c'est ça l'affaire. Voilà. J'ai parlé à Luc, ne serait-ce qu'il y a une demi-heure à peu près. Bon. Écoute, semaine. Vous lui dites qu'il m'appelle, on veut le recevoir sur l'émission. Écoute, c'est clair que je vais lui lancer l'invitation. Mais ceci dit, effectivement, l'écosystème a pris énormément de maturité dans les dernières années, mais là, ce qui manque un peu, c'est de créer de la synergie entre ces différents morceaux-là. Et là, actuellement, c'est là qu'on sent là, que les choses, le système est rendu mature pour commencer à mettre des choses en place beaucoup plus structurantes, avec beaucoup plus de synergie avec les incubateurs, les accélérateurs, les fonds d'investissement à différents niveaux. Donc, il y a vraiment sans dire restructuration, il y a une réorganisation des joueurs actuellement pour que la chaîne de valeur soit beaucoup plus claire. Et je pense que Boreal Venture fait partie, entre autres, de cette réorganisation ou revitalisation de la chaîne de valeur en innovation au Québec. Il y a d'avoir, je dirais plus un changement de culture. J'ai vécu comme journaliste la bulle techno au début des années 2000, la crise de 2008-2009, et à la fin de ces crises-là, le capital disparaissait. 2001-2002, c'était Innovatech, si je ne me trompe pas, qui était le fonds, et ça a disparu. Et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, la différence, on a traversé une crise assez importante, mais là, il y a du capital disponible. C'est peut-être le bon moment pour en profiter. Donc, les gens qui ont des idées, c'est un bon moment pour essayer de les commercialiser, en fait. Exactement. Puis en même temps, je pense qu'il y a d'autres dynamiques qui sont en jeu actuellement. Mais premièrement, le Québec, on a toujours été un peuple d'ingénieurs. On a qu'à regarder nos fiertés. C'est les bombardiers de ce monde. Ben oui, mais c'est sûr, avoir 4 saisons, ça nous amène ce côté-là d'ingénieurs créatifs. On a qu'à regarder ce qu'on a fait avec les barrages. Et je pense qu'il existe encore cette place-là dans le cœur des Québécois de vouloir devenir des innovateurs à l'échelle mondiale. Donc, je pense que ça fait partie de nos gènes. Si on regarde ne serait-ce que les chiffres d'Ingénieurs Canada, on est la province derrière l'Alberta qui a un bassin d'ingénieurs aussi important à cause du oil and gas, mais on a le plus gros bassin d'ingénieurs par capita au Canada. Donc, il existe ce bassin-là, il existe l'innovation. Puis comme Richard disait, il y a aussi une mouvance. Il y a un leadership qui est en train de se créer, notamment à l'entour du Santec, à l'entour de ce que Luc Sirois est en train de bâtir, pour amener l'innovation derrière un certain nombre de champions au Québec pour pouvoir nous propulser à un autre niveau. Et c'est ça aussi un peu le rôle de Boréal, c'est de jouer ce rôle-là, mais au niveau deep tech, mais du financement. Donc, les joueurs doivent travailler ensemble pour le bien de l'écosystème. Il faut voir que les éléments se mettent en place. On va suivre ça de près. Merci, messieurs, d'avoir participé, d'avoir partagé votre vision. On va suivre ça de plus près et on pourra peut-être même faire le suivi avec M. Sirois éventuellement. David Charbonneau. Oui, si je peux juste ajouter vraiment 10 secondes. Nos services sont gratuits, on ne prend pas d'équité, on ne prend pas de pays, on a un fonds d'investissement qui fait ça à côté. Donc, les entreprises qui veulent venir au Santec, vous êtes les bienvenus. On ne charge pas cher. C'est super intéressant de le mentionner. On contacte le Santec puisqu'on y est, j'imagine qu'on passe par le site web. Oui, santec.co, c'est la meilleure façon. On a des rencontres, des séances d'information régulièrement. D'ailleurs, on a un dépôt de projet qui se termine le 28 mars si vous voulez déposer votre projet pour la prochaine cohorte du Santec. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Richard Chélier, donc directeur général du Santec, et David Charbonneau, associé directeur. Je m'excuse, mes notes sont floues, je commence à être vieux, j'ai besoin de lunettes chez Boreal Ventures. Merci, messieurs, d'être passés. C'est super intéressant. Donc, les gens maintenant savent santec.co, l'adresse, si vous avez des bonnes idées. Merci de votre passage, messieurs. Merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir. Merci. Alain, j'ai beaucoup aimé la phrase « tomber en amour avec un problème ». Je trouve que c'est tellement une belle façon de voir l'entrepreneuriat, de tomber en amour avec un problème et de le régler. Parce que d'habitude, on n'aime pas les problèmes, on le voit comme un obstacle. Mais si on tombe en amour et qu'on veut le régler, ça ouvre plein de possibilités. On dit toujours, il n'y a pas de valeur à une idée. Il n'y a pas de valeur à une idée si on n'arrive pas à la commercialiser ou à en faire quelque chose de concret. Puis c'est souvent ça qu'on veut dire, c'est qu'il existe des problèmes. Si on peut trouver une solution qui peut être appliquée de façon très large, c'est là qu'on a une bonne idée. J'ai l'impression qu'il faudrait leur reparler plus souvent, voir l'évolution des projets, voir qu'est-ce qui débloque, voir qu'est-ce qui avance. Tu vois, ça fait depuis quoi? C'est la 5e saison. On a reçu à plusieurs reprises des gens qui sont issus du Santec. Donc, clairement, même sans faire exprès, on les voit passer. Donc, disons du succès sans qu'on ait besoin d'aller tirer sur la fleur. Là, elle pousse toute seule. C'est ça, mais c'est un incontournable. Il dit que c'était le plus gros fonds et de loin au Québec. Alors, ça vaut la peine de connaître le Santec. Exactement. Merci, Pascal, d'avoir participé à ce segment. On passe au segment suivant.
parle de test de produit, tu as quelque chose d'assez le fun. Je suis un gros fan de ces petits bidules-là, même s'il y a plein d'enjeux liés à la sécurité. Oui, bien, on va les aborder. C'est le nouveau Echo Show 10 d'Amazon. Qui est plus que juste une enceinte. Là, qui est comme en fait, c'est rendu une grosse enceinte avec un écran accroché. C'est une enceinte avec un écran. Et regarde comment on peut changer l'angle de l'écran. Ah, l'écran est maintenant articulé et pivotant, alors que c'était plus un gros bloc avant, n'est-ce pas? C'était comme exactement. Et ce qui est fou, c'est que sa forme arrondie permet de faire tourner le Echo Show pour qu'il puisse voir jusqu'à 360 degrés, 350 degrés, mais avec le champ de vision de la caméra, on peut voir tout autour du Echo Show. Il va tourner pour nous suivre. Il y a une reconnaissance de visage. Tu es en train de dire qu'il est mécanisé? Il est mécanisé, robotisé. Il va tout seul. Ah oui, ça. Et donc, on l'active, on lui dit, et là, je ne nommerai pas son prénom de l'assistant. Appelons la chose Bill, oui. Mais il joue de la musique et l'écran va se tourner vers nous et va nous afficher l'information. On peut voir une vidéo. On voit ici, c'est exactement ce qui se passe sur son comptoir. Et l'effet est vraiment, vraiment surprenant. Normalement, un écran est fixe sur son comptoir. On l'oriente comme on veut et après ça, si on veut le revoir, on doit s'étirer le cou parfois. Celui-là va se déplacer pour nous. Donc, si on fait de la cuisine, si on regarde une recette, une vidéo, on peut se déplacer. C'est toujours dirigé vers nous. Donc, les micros sont dans notre direction, le son est dans notre direction et l'image aussi est dans notre direction. Comme on a pu le voir quand j'ai tourné l'appareil, il y a beaucoup de reflets dans l'écran. Ça peut être un problème si on a... Donc, c'est un problème au quotidien. Là. Même si on l'utilise dans la vraie vie, on ne va pas le montrer à la caméra, on peut quand même avoir des reflets. Exactement. Si on a une lumière en haut, ça peut poser un certain problème pour voir l'image, mais autrement, ce n'est pas un énorme problème. Je trouvais ça fantastique. Je ne sais pas ce qui se passe s'il y a plus d'une personne dans la pièce, par exemple. Est-ce qu'il va passer d'une personne à l'autre? Je ne sais pas. Mais normalement, quand on regarde une vidéo avec un écran comme ça, on est devant. On peut faire des appels avec Alexa. Donc, on peut se déplacer un appel vidéo avec quelqu'un qui a un Echo Show aussi, donc un appareil Alexa avec un écran. Mais on peut aussi faire des appels avec Skype. Le vénérable service qui est encore... Vénérable, c'est bien dit, effectivement. Exactement. Et la compatibilité avec Zoom est prévue, mais il n'y a pas de date d'annonce. Okay. Donc, ça pourrait permettre de mettre son Echo Show 10 sur son comptoir et de pouvoir vaquer à ses occupations, de préparer son repas, par exemple. Et l'écran va continuer de nous suivre, donc il n'y aura plus de sortie de cadre. Une fonction que j'aurais aimé, c'est que ça serve de caméra de surveillance parce que comme ça pivote sur 360 degrés, ça aurait été vraiment chouette que ça puisse régulièrement balayer, voir s'il se passe quelque chose dans la pièce ou réagir quand il y a un son dans la pièce. On peut le faire pivoter à distance, nous voir ce qu'il y a là surveillance. Mais on peut le faire, mais avec l'application. Je n'ai pas vu d'option qui permettrait de le transformer en système de surveillance. On active et quand je suis absent, par exemple, s'il y a un bruit dans la pièce, la caméra tourne. On peut voir qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être un skill à développer à ce moment-là pour faire. J'espère qu'il va y avoir des skills. On peut s'en servir évidemment comme moniteur pour des caméras de surveillance de différents services. Il y en a qui coûtent aussi peu que 35 $ qu'on peut acheter et on peut les voir dans son Alexa. Mais ce n'est pas comme si... Je trouve qu'il y a une belle occasion manquée de s'en servir comme caméra de surveillance en réagissant au son. La caméra se tourne, filme qu'est-ce qui se passe, nous envoie une notification. J'espère que ça va se développer. Et ceux qui se disent, oui, mais ça se bouge tout le temps, ça me suit tout le temps, ma vie privée, il y a un interrupteur sur le dessus qui permet d'interrompre la caméra, désactive le mouvement. Et si on veut, le mouvement peut ne s'activer que si on regarde un film, que si on écoute la musique. Autrement, l'écran va rester fixe parce qu'on détermine l'espèce de champ dans lequel le Echo Show va pivoter. Et on peut lui dire son point de repos, l'endroit où il va arrêter quand on ne l'utilise pas. Ce n'est pas donné, c'est plus de 300 $. Donc, est-ce que c'est une fonction? Le son est excellent, donc c'est très lourd, c'est très massif comme objet, c'est surprenant. Pour servir de pivot pour l'écran, mais aussi parce que les haut-parleurs sont assez puissants. Moi, je l'écoute à 5 % de volume la plupart du temps, c'est très correct. Mais est-ce qu'on veut payer plus de 100 $ pour cette fonctionnalité de pivot, qui est quand même qui est une belle fonctionnalité. Une fois qu'on y a goûté, c'est très... c'est comme une belle gadget quand même. Mais c'est un côté gadget à ça. Et si on n'active pas la fonction de sécurité, selon moi, si la fonction de sécurité était là, ça vaudrait le 100 $. Mais sans cette fonction-là, pour l'instant... si jamais il l'ajoute, je pense que c'est Alexa Guard que ça s'appelle leur dispositif, puis ça coûte des sous par mois, donc ça commence à faire cher.
Ben, c'est ça. Si on veut se protéger, c'est bien. Puis d'ailleurs, Amazon a aussi la compagnie Ring de sécurité. Ben oui, je m'attendais à ce que ça s'intègre à cet écosystème-là, puis je n'ai pas vu l'option. Encore une fois, si je me trompe, écrivez-moi, dites-le-moi, dites-moi comment faire, mais j'ai cherché et non, simplement, il n'y a pas moyen de transformer. Peut-être que ça va venir plus tard, parce qu'il y a des fonctions, il y a des jumelages entre les appareils Ring et les Echo Show. On peut le faire avec les appareils de Google. On peut le faire avec les Nest de Google. On peut le transformer en caméra de surveillance avec ces petits... bon point. On peut les combiner, donc je ne vois pas pourquoi ça ne se fait pas avec Ring et le Echo Show 10 d'Amazon. À comparer, en fait. On pourrait peut-être comparer avec le hub. Je pense qu'il y a un nouveau hub qui s'en vient chez Nest, d'ailleurs. On pourra voir c'est quoi la différence. Bien de voir. Toi, tu vas nous parler d'alternatives au AirPod Max d'Apple. Oui, merci de faire le lien. C'est mon sujet de la semaine. J'en ai deux modèles. J'ai ceux-ci, qui sont les Momentum 3 à un petit peu de Sennheiser, qui sont, vous le voyez, compacts et en même temps gros format. Tu as la version bon marché, je crois. Moi, non, c'est la version, c'est la même chose. Version, on en reparlera la semaine prochaine. J'ai les écouteurs, ça, c'est des écouteurs casques, mais j'ai aussi les versions dans l'oreille des Momentum et une alternative plus économique. Mais j'ai les Momentum 3 qui sont ici. Je les aime beaucoup, ceux que j'utilise en ce moment pour m'isoler quand je travaille à l'ordinateur. Annulation de bruit qui est très correcte. Il donne une petite sensation d'aspirateur, une espèce de vide, mais qualité sonore, évidemment, c'est Sennheiser, un profil sonore. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais c'est très, très agréable. Et puis, on peut il y a beaucoup de choses que j'apprécie de ce casque-là. J'en ai deux, j'en ai un autre, on en parlera ensuite. Évidemment, l'insonorisation active est assez bien faite. À mon avis, ce casque-là, le Momentum 3, ils ont une série, mais c'est le plus récent, c'est le plus élégant, en tout cas avec une espèce de finition cuir et inox qui est très jolie. Vraiment le meilleur compromis entre les gens qui veulent écouter de la musique, parce que le profil sonore est très axé, il est riche en basse, et ainsi de suite. Mais il est aussi efficace pour les Zooms, les conférences au travail. Le micro est bon, la conversation est tout à fait naturelle. J'ai pas trouvé de gros délai. Ce qui est le fun, c'est que il se rabat, il se plie, il se range bien. Vous le voyez, ceux qui voient la vidéo en ce moment. Il s'active, il s'allume quand on le déplie. On n'a pas besoin de l'allumer manuellement. On sauve. Il y a des petits détails comme ça qui le rendent très agréable, très confortable, très coussiné aussi. Je suis moins un fan des petits casques intra-auriculaires parce qu'ils peuvent, c'est mon cas, il y a des gens où ça peut irriter le conduit auditif, ça devient inconfortable. Ceux-là, très naturels, très doux sur la tête. L'arceau est un peu raide. L'ajustement est un peu aléatoire parce que c'est pas fixe, c'est juste on glisse dans une glissière, là, c'est pas aussi naturel. Mais sinon, c'est un appareil qui se vend 465 $, très, très abordable comparativement. On parlait des AirPods Max d'Apple, les gens m'en parlaient encore cette semaine, qui sont à un prix qui est pratiquement 2 fois plus cher, 780, je crois, de mémoire. Donc, c'est un bon choix. L'autre choix, et celui-là, je le préfère encore un peu plus, c'est celui-ci. PX7, d'une marque qui est reconnue surtout pour être très haut de gamme, du Bowers & Wilkins. Si vous vous rappelez, il y a plusieurs années, quand l'iPhone a commencé à apparaître sur le marché, il faisait ce qui s'appelait le Zeppelin, qui est une espèce d'enceinte connectée en forme de Zeppelin, en forme de gros cigare, qui était assez particulière. Ils sont évidemment recyclés dans d'autres choses parce que le Zeppelin n'est plus présentement en marché. Mais ils font encore dans les produits haut de gamme, donc c'est vraiment une alternative très haut de gamme aux AirPods Max. Les PX7, eux, ils coûtent 500 $, un peu plus cher que les Momentum 3, mais quand même, insonorisation active et adaptative. Dans ce cas-ci, on l'active, on la met à on la met à off, ou on peut la mettre en mode auto, c'est-à-dire que le micro détecte l'ambiance et ajuste le niveau automatiquement pour, justement, comme tu le disais, il y a une espèce de bruit de filtre, on l'entend un petit peu comme de l'air qui passe dans une buse. C'est ajustable, c'est variable selon le bruit environnant. C'est assez efficace. Comme l'autre casque, on lève une des oreillettes et arrête la musique, désactive les sonorisations pour qu'on puisse interagir. C'est un geste naturel. Excuse-moi, tu me parlais dessus, là, tu lèves le casque. Ça, il l'intègre assez facilement. Je ne te parlais pas, Alain. Je ne te parlais pas. Il arrive, celui-là, le Momentum 3 est bien, il fait 17 heures d'autonomie. Le PX7 en fait 30. Si vous faites beaucoup de conversations Zoom dans la semaine ou Teams pour le travail, pour l'école, peu importe, ce casque-là, vous le glissez, vous le mettez, vous le chargez une fois par semaine, la fin de semaine, et c'est tout, ça fonctionne très bien.
C'est vraiment un plus, cette autonomie-là. Je pense que la nouvelle cible, ça devrait être sur au moins une trentaine d'heures pour une semaine d'utilisation entre recharges. C'est vraiment une belle différence. Puis celui-là aussi, on l'allume avec le bouton ou on l'éteint évidemment avec le même bouton, ou on peut le laisser allumer puis le déposer. Puis quand il n'est pas utilisé, quand il sent qu'il n'est pas déposé sur la tête, il se met en mode ultra low energy, c'est un mode de veille à très faible consommation d'énergie, ce qui fait qu'on n'a pas besoin tout le temps de pèse, dépèse, appuie, allume, éteint, tout ça. Ça se fait naturellement et ça va plutôt bien. Il est vraiment confortable. Il a été... Bowers & Wilkins vont dire, oui, on a conçu ça à partir d'un design qui vient de la Formule 1. Vous faites ce que vous voulez, mais ce qui est le fun, c'est que les coquilles sont rigides et elles sont très légères, tandis qu'elles se déposent sur la tête et elles deviennent, on les oublie. Il n'y a pas de pression comme d'autres casques. L'arceau est juste assez grand pour qu'on ne le ressente pas sur la tête, donc on peut le garder sur la tête toute la journée et ça reste très confortable. J'étais vraiment surpris de ce casque-là. Je m'attendais un petit peu à rien parce que c'est une marque, justement, on parlait du Zeppelin tantôt, qui a surfé sur une certaine vague dans l'électronique, dans la musique électronique. Et là, ça, c'est un gros progrès. C'est un casque qui vaut, à mon avis, peut-être pas 500$ pour les gens qui n'ont pas le goût, mais pour les gens qui cherchent quelque chose de qualité, une belle marque, je n'irais pas acheter un Bose, j'irais carrément acheter ça parce que c'est vraiment un autre créneau. Wow. Dans les deux cas, l'autre détail important, c'est du Bluetooth 5.0. Ce qui est agréable avec cette nouvelle norme Bluetooth-là, c'est qu'on peut naturellement jumeler plusieurs appareils en même temps et automatiquement, ils vont transférer d'un à l'autre. Donc, on peut jumeler un téléphone et un ordinateur. Et si on écoute la musique de l'ordinateur, mais le téléphone sonne, automatiquement, le transfert se fait. Apple a beaucoup vanté ça sur ses AirPods Max, mais ils ne sont pas les seuls à le faire. C'est sûr, évidemment, eux, ils en ont parlé le plus parce qu'ils intègrent aussi le jumelage avec le compte Apple sur différents. En tout cas, c'est plus intuitif au niveau du jumelage initial. Mais pour tout le reste, ça vaut pas 250$ de différence de dire j'ai ça sur ce téléphone-là aussi. Donc, c'est pas un gros avantage des produits Apple. Ces deux-là, par contre, fonctionnent très bien. Universel, évidemment, c'est du Bluetooth. Oui, et ça fonctionne pour Android aussi. Ça fonctionne pas que sur les appareils Apple. Donc, si vous avez à la maison... C'est un protocole, c'est dans la standard Bluetooth. Donc, c'est pas quelque chose qui est exclusif à personne. Le seul défaut, le gros défaut, il y en a plus qu'un si vous cherchez, là. On peut pas régler vraiment la qualité sonore des casques Bowers & Wilkins. C'est-à-dire, il n'y a pas d'égalisateur. Comme il y en a un pour les Momentum, on a l'application mobile de Sennheiser qui permet de le faire. Pas du côté des PX7, malheureusement. Le son est bien équilibré, mais les gens qui aiment beaucoup l'écoute musicale avec un peu plus jazz, un peu plus, avec un peu plus les sons extrêmes, un peu plus exagérés, il n'y a pas cette capacité-là. C'est un peu dommage, ça aurait été le fun. On peut, évidemment, dans les deux cas, brancher un petit fil de 3 mm et demi pour accrocher, pour brancher sans passer par Bluetooth, mais dans le cas du Bowers & Wilkins, il n'y a pas de micro dans le fil. Donc, il n'y a pas de possibilité de le remplacer, d'avoir une conversation. C'est un petit détail, mais c'est fait vraiment pour si vous le branchez, c'est strictement pour écouter de la musique. Ou vous achetez un autre fil différent, mais ça devient comme un accessoire à acheter en plus. Et bon, le dernier petit défaut, c'est que ce casque-là ne se plie pas. On ne peut pas le ranger autrement que... Donc, ça, c'est peut-être... Moins pratique dans un sac ou en voyage, quand on va se remettre un jour à voyager. Mais sinon, dans les deux cas, écoute, moi, j'ai de la misère à ne pas recommander ces deux casques-là. Ils sont tous les deux tout à fait adéquats. Le Sennheiser est vraiment très joli avec les matériaux, très, très précis. Il est souvent en promotion, hein, si on regarde. Et l'autre chose qui est le fun avec Sennheiser, c'est que le centre de service est à Montréal. Pour ceux qui nous écoutent au Québec, le centre de service est à Montréal. Donc, si on a un problème, un pépin avec son appareil, on peut le faire réparer très rapidement. Et un détail sur le Momentum qui m'a fait rire, c'est qu'on peut le configurer comme un tile. Tu sais, les petits traceurs on peut configurer, tu as bien raison, pour le retracer. Configurer ses écouteurs, si on les oublie, si on les perd, on les échappe. Il y a une fonction, je ne sais pas comment ça se fait, mais on peut aussi paramétrer Alexa directement dans le casque, même si on n'a pas un appareil Amazon, même si c'est un Android ou iPhone. Il intègre la commande vocale d'Amazon automatiquement, qu'on peut ensuite utiliser à même le casque un peu de façon naturelle. Ça peut être un plus, si jamais ça... On peut parler à son Echo Show 10. Par exemple. Voilà. Alors voilà, c'était le Sennheiser Momentum 3 et le Bowers & Wilkins PX7, deux casques Bluetooth que vous pourriez essayer et apprécier, surtout si vous écoutez des balados comme une tasse de tech sur votre plateforme balado de choix, parce que nous sommes présents un peu partout. Et c'est effectivement une façon efficace et confortable. À mon avis, plus que les petites oreillettes qui sont pratiques et mobiles, mais celles-là sont plus confortables et le son est meilleur aussi. Mais je vais me permettre de titiller les auditeurs et ceux qui nous visionnent. La semaine prochaine, je vais parler d'un truc
pour améliorer la qualité de ces petits écouteurs bouchons dans les oreilles. Vous allez voir, ça a changé ma vie et je le recommande à tout le monde. Ouais. C'est un petit truc qui ne coûte pas cher. Pas besoin de mettre 300 $. Effectivement, on peut mettre même 20 $ sur un petit adaptateur. Tu as bien raison. On en parlera de la compagnie Comfy, n'est-ce pas? Comply. Comply, pardon. Comfy étant le confortable. Il faut que les gens soient... Ils veulent écouter... Là, ils vont tout de suite googler la... bon sang. Mais c'est correct. Puis de toute façon, on va parler de ça. On va parler aussi, j'aurai aussi de mon côté, parce qu'on en a parlé un petit peu tantôt, les nouvelles gammes de sonnettes et de caméras de la compagnie Amazon, donc de la marque Ring, que j'appréciais beaucoup avant qu'Amazon les rachète et qui continue à faire des beaux produits. Donc, on en reparlera. J'ai aussi un autre appareil d'une compagnie absolument pas connue ici qui s'appelle Nui, qui est une contraction de nom et de oui en français, mais qui n'est pas du tout ça en anglais. C'est juste le nom de la... Ils font des caméras de surveillance pour la maison connectée. On en reparlera la semaine prochaine. Sinon, c'est tout pour nous. Pascal, déjà, fini. Moi, je le dis encore une fois. Alain McKenna. Merci beaucoup, Pascal Forgeron. Je te souhaite probablement à toi une bonne semaine. Merci. Et à tout le monde qui nous regarde. On peut me suivre sur mon excellent site, pascalforgette.com. On peut te suivre sur InfoBref. Ça t'intéresse, infobref.com. On a de la techno à tous les samedis, une grosse chronique, quelque chose de très produit, très gadget. Ne manquez pas ça, ça vaut la peine. On remercie encore une fois nos commanditaires, TELUS, GoDaddy, C23 et InfoBref. Et Pascal Forget aussi. Merci Alain McKenna. Bonne fin de journée. Salut tout le monde.